à tous et bienvenue à cette présentation. Aujourd'hui, comme vous voyez bien, je vais vous parler de ce que j'espère être le dernier IDE que vous voudrez utiliser de votre vie. J'essayerai de vous convaincre à lâcher votre VS Code. Bon, pas tous, hein. Je ne suis pas si optimiste que ça, mais de voir si vous êtes dans la tech, comment voir passer sur NeoVim. Donc, je me présente vite fait. Bon, j'ai mis pas mal d'informations là-dedans par rapport à Vim. Ce que vous voulez retenir, c'est que je suis un ancien mathématicien reconverti à l'informatique et au codage professionnel depuis pas loin d'une dizaine d'années maintenant. Et pendant ma transition, seule anecdote que j'aurais à vous raconter là-dessus, j'ai demandé de l'aide à un copain quand j'ai commencé à écrire mes premières lignes en Python et me sentir tout puissant. Et je lui ai dit, bon ok, voilà, comment est-ce que je peux amener mon jeu un peu plus loin? Il m'a dit, déjà, tu codes sur quoi? Je ne sais plus ce que j'utilisais comme outil à l'époque, ça devait être un Genie ou un Notepad++, quelque chose de assez basique, qui me donnait juste ma coloration syntaxique, j'étais déjà très très content. Et il me dit, bah ouais, enfin non, les vrais, c'est Vim ou Emacs. Bon, vu que j'avais deux mots inconnus dans la même phrase, mais je voulais pas paraître un idiot complet, et ben je lui ai dit, bah toi, tu travailles sur quoi toi? Il me dit, ah bah moi je suis sur Vim. Donc pour ne pas me payer la honte la prochaine fois qu'on allait se voir, bah j'ai cherché sur internet voir ce que c'est Vim. J'ai essayé de me mettre dessus, et comme vous voyez bien, la transition elle n'était pas super lisse au départ, mais j'y suis resté justement pour pouvoir le convaincre que c'était possible. Et donc me voilà, 10 ans plus tard, c'est toujours le cas, et j'en suis très très content. Donc vite fait, si je vous parle de cet outil, encore, j'ai affiché plein de choses dans mon diapo que vous pouvez voir. Si je peux résumer les avantages de passer sur un outil comme ça, ce serait trois choses. Efficacité, qui couvre plein de choses. Donc efficacité déjà dans la rapidité d'édition de texte elle-même qu'un outil comme Vim offre. Ça, on n'a pas le temps de le voir sur la présentation, enfin les fonctionnalités de base de Vim dans la présentation d'aujourd'hui, ce serait le sujet pour une autre présentation potentiellement, donc vous devrez me croire ou pas sur parole. Mais aussi, quand je parle d'efficacité, c'est aussi l'efficacité de passer sur un workflow clavier. Je lisais dans une étude que je voudrais bien citer il n'y a pas si longtemps que ça, que dans une vie de développeur, dans le travail d'une année entière, donc à calculer à peu près 8 heures par jour, 5 jours par semaine, le temps qu'on prend juste pour switcher entre clavier et souris, ça représente à peu près 17 jours de travail complet dans une année. C'est énorme, énorme. Donc, rien que le fait de pouvoir passer sur les raccourcis clavier, mis à part l'efficacité qu'on gagne, parce qu'on n'a plus à réfléchir et au bout d'un moment, ça devient de la mémoire de muscle, et ben, ça nous évite plein de problèmes. Un, le temps perdu. Deux, tous les soucis qu'on peut avoir sur la main après l'utilisation de la souris, etc., etc. Donc, je vous conseille fortement. Donc, première chose, c'est efficacité et rapidité. La deuxième, ce serait extensibilité et portabilité. Donc, l'outil est conçu pour être un éditeur de base de texte, et c'est pour bonne cause, parce que tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Après, il existe tout un système de plugins où on peut le faire tout ce qu'on a envie tout ce qu'on aurait besoin. Vraiment, on pourrait matcher aujourd'hui, je pense, toutes les fonctionnalités VS Code. Allez, si ce n'est pas du 100%, ça pourrait être très facilement du 95% avec ce qui existe toujours aujourd'hui. Enfin, déjà aujourd'hui. Donc, par rapport à la portabilité, moi, je vais vous partager mon expérience personnelle. J'ai ma configuration sur un dépôt GitHub. Dès que je me mets dans n'importe quel environnement, n'importe quel OS, n'importe quel container bizarre sur lequel je dois travailler, je fais un git clone, j'installe NeoVim et je lance mon installation des plugins et je suis dans mon IDE parfait dans les environnements les plus austères. Donc, ce que je vais essayer de faire avec vous aujourd'hui, c'est de vous amener dans un petit voyage en commençant par le début de ces outils, parce qu'on a tendance à oublier par où on est venu et les difficultés qu'avaient affrontées les pionniers de notre métier à ces démarrages, pour arriver à vous montrer dans un workflow type d'un développeur de comment on peut l'utiliser aujourd'hui.
Troisième chose, donc je vous ai parlé de 3 choses, ça c'est les 2 objectifs, mais la troisième, que je trouve la raison la plus importante et celle qui donne le plus de motivation pour passer sur Neovim, c'est de pouvoir se la jouer auprès de ses collègues. Vraiment, franchement, c'est valeur inestimable déjà de se sentir légitime, donc blague à part, quand il y a le collègue à côté qui va vous voir manipuler la ligne de commande comme un magicien, y aller 10 fois plus vite que ce que quelqu'un serait allé sur n'importe quel autre outil, bah, ça a quand même une valeur inestimable. On se sent, pour le coup, légitime de faire le métier qu'on fait et de pouvoir avancer. Donc, c'est super important, ne l'oubliez pas, et je pense que vous allez y trouver motivation si vous cherchez vraiment. Donc, ce que je vais vous essayer de vous présenter aujourd'hui comme fonctionnalité avancée, c'est plus ou moins ce qu'on attend d'un IDE, la liste que j'ai citée ici. Elle est assez complète, mais pas exhaustive. Donc, qu'est-ce qu'on veut de notre IDE? On veut pouvoir avoir un système qui soit extensible, parce qu'évidemment, toutes les fonctionnalités dont on aura besoin de toute notre vie ne seront pas là par défaut. Qu'on puisse basculer d'un projet à l'autre, d'avoir un contexte de gestion, pouvoir naviguer dans nos fichiers, pouvoir facilement lire notre code, trouver des choses facilement là-dedans, avoir des snippets, parce que franchement, je le cite là-dedans, même si ça ne paraît pas si important que ça, mais si vous souvenez par cœur de comment écrire une boucle for en bash, moi, je ne me souviens jamais. Donc, franchement, c'est une grande valeur pour moi. L'autocomplétion, bah, on n'a pas envie de taper à chaque fois la même chose. Tout ce qui est IntelliSense, donc je vais vous parler des serveurs LSP. C'est un protocole qui a été conçu par Microsoft Open Source pour VS Code première fois et qui fait en fait toute la connaissance du code, enfin tout ce qui est allé à la définition, tout ce qui est où c'est qu'on peut trouver l'usage d'une fonction, etc., qui tourne derrière VS Code. Donc on ne réplique pas les fonctionnalités dans un autre système, on utilise exactement les serveurs qui tournent derrière VS Code pour la compréhension de notre code. On va voir comment on peut débugger, ça je vous le laisse comme petite surprise à la fin, comment on peut débugger notre code sur Neovim directement, et évidemment pouvoir pusher nos modifications sur Git. Donc, avant de vous embarquer dans les fonctionnalités modernes, essayons de faire un petit tracé de l'histoire de Neovim. Donc ça a commencé le arrière-grand-père, je suppose, de Neovim, ce serait Ed, donc l'éditeur Ed, je ne sais pas qui parmi vous aurait... Enfin déjà, ça c'est une bonne question à se poser. Qui parmi vous, avant de me lancer là-dedans, qui parmi vous n'ont jamais utilisé Vim? Jamais. Est-ce que je peux voir des mains levées? Ok. Très bien. Enfin, on dirait 20% de la salle à peu près. Qui parmi vous aurait utilisé Vim, mais de façon ponctuelle, disons, enfin, je suis sur un serveur distant et il n'y a rien disponible, donc je rentre dedans vite fait, mais je sors dès que je peux. Ok, tout le monde, presque. Très bien. Et donc les autres, est-ce que je peux supposer, levez la main quand même, que vous vous considérez des ninjas de Vim, vous voulez vivre là-dedans et vous ne voulez pas lâcher, hein? Est-ce que je peux voir? N'ayez pas honte, levez la main. Moi, je me considère un tel et je ne le suis clairement pas, donc allez-y. Ok. Très bien. Donc on va dire qu'une bonne moitié qui l'utilise uniquement pour entrer dans un serveur. Donc pour ceux qui n'ont jamais utilisé, vous allez trouver plein d'éléments dans ma conf. Je vous inviterai à aller la voir sur GitHub après pour pouvoir vous lancer si vous voulez découvrir l'outil. Pour ceux qui l'utilisent ponctuellement, j'espère que je pourrai vous inspirer. Et pour les autres, j'espère qu'il y aura des choses que vous n'avez pas encore testées et qui pourrait vous donner des idées d'aller plus loin. Donc, pour commencer le petit voyage, ça commence avec Ed dans Bell Labs par les grands pionniers de notre métier, Ken Thompson et Dennis Ritchie, qui sont les développeurs du système Unix et du langage de développement C. Donc, c'est du costaud. Et Ed, il avait développé d'une façon spécifique, ils avaient une contrainte à l'époque, C et Unix ont été développés sur un PDP-7. Un PDP-7 à l'époque n'avait pas les écrans tels qu'on les connaît aujourd'hui, il avait un télétype. Donc, qu'est-ce qu'un télétype? Un télétype, c'est une petite imprimante avec des touches de clavier qui t'imprime à chaque fois la sortie de ta commande en papier.
Donc, est-ce que vous pouvez imaginer ce que ce serait à l'époque de quand on veut éditer un fichier texte, d'afficher tout le texte et l'imprimer avec la vitesse de l'imprimante sur un papier? Pas trop possible. Donc, imaginons qu'on va spawner un head sur mon fichier de licence. Voilà, un éditeur de texte. Messieurs, dames, ici, je vous présente un éditeur de texte. Donc, tout ce qui est affiché, c'est le nombre de caractères qu'il y a dans le fichier et rien d'autre. Après, si on veut voir des trucs là-dedans, on doit lui lancer des commandes. Par exemple, là, je lui demande 1,5p de m'imprimer les 5 premières lignes du fichier. Donc, les voilà. Si je veux manipuler le fichier, ce serait, imaginons que je vais éliminer ces lignes-là. Si vous voulez voir déjà le fichier entier, hop, le voilà. Si je veux éliminer les 5 premières lignes, et là vous allez reconnaître des similarités dans la syntaxe avec sed, pour ceux qui utilisent sed, avec certaines fonctionnalités de grep, si jamais vous voulez faire de search and replace avec grep, voilà le pourquoi du comment. Donc si je veux éliminer les 5 premières lignes, là normalement, avec un peu de chance vu que je ne vois pas mon fichier, ça devrait être bon. Et voilà, réafficher les 5 premières lignes. Donc c'est ça la façon dont on avait pour pouvoir éditer un fichier à l'époque. Et les gars, ils ont écrit un système d'exploitation entier et un compilo de langage de programmation. Donc, franchement, chapeau. S'il faut applaudir quelqu'un, ce n'est pas les speakers aujourd'hui, c'est ces gens-là. Donc, quelques années plus tard, Ed, ça a évolué en M. M, c'était fait par quelqu'un d'autre d'origine grecque, dont je suis particulièrement fier, aussi George Koulouris, à Queen Mary College. Et donc, ce qu'il a ajouté dans M, c'était tout simplement le support, c'était plus ou moins les mêmes fonctionnalités, un peu plus user-friendly, si on peut appeler ce genre d'outil user-friendly. Et il a ajouté les fonctionnalités, la connectique, pour pouvoir brancher un écran vidéo, plus ou moins tel qu'on les connaît aujourd'hui. Bill Joy a récupéré ça pour X à Berkeley en 1976. Et il a trouvé que c'était assez fastidieux parce que maintenant, on avait même 8 kilooctets de RAM, c'était énorme. Donc on pouvait charger tout le fichier en mémoire. Et donc il s'est dit, tiens, vu que X il est un peu austère, je vais ajouter un mode visuel dans lequel je peux voir tout le fichier. Et de ça est né le mode visuel ou VI. Donc, si on lance le même fichier, hop, voilà, j'ai réussi. Si on lance le même fichier en X, vous allez voir, on a exactement la même interface austère sur laquelle on peut lui demander ce genre de commande. Même chose qu'avant. Par contre, maintenant, on a le luxe de pouvoir lui taper VI et nous voilà dans le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. VI, du coup, c'est resté plus ou moins tel quel pendant 15 ans, jusqu'à ce que notre cher Bram Molenaar, en 91, vienne ajouter plein de fonctionnalités autour. Il y a eu plein de clones, j'en parle pas, de Vim à cette époque-là, c'est celui qui a survécu. Et c'était magnifique parce que maintenant, il y avait un langage de script fourni avec l'éditeur qui s'appelle VimScript. Pour les utilisateurs avancés, je suppose que c'est une joie vraiment d'écrire en VimScript et de pouvoir configurer son outil. Hein. C'est ironique. Et donc, Vim, il a fourni cette extensibilité dont on parlait. Donc, c'était quand même une révélation pour tous les gens qui étaient dans l'outil, à concurrencer Max, qui à l'époque était déjà très, très évolué, qui offrait des fonctionnalités out of the box qu'on n'avait pas. Et qui a continué son cours de vie, qu'il a continué aujourd'hui, il est activement développé, il y a la version 9 qui vient de sortir, qui a créé un certain controverse autour de la nouvelle version de VimScript, mais bon, je passe. Et donc, on arrive à un NeoVim que je vais vous présenter aujourd'hui, en 2015, et c'était une réécriture. NeoVim, en fait, ça avait le but de réécrire la base de code de Vim, la mettre en plus propre, enlever une belle partie de legacy parce que Vim, on est censé pouvoir le lancer sur une Amiga 500 sans problème avec une installation commune pour tous les OS. Pas super efficace. Et donc, NeoVim, ce que ça essaye de faire, c'est de clean toute la code base legacy
et l'embarquer avec un vrai langage de programmation, dans ce cas Lua, qui est léger et très rapide pour un langage interprété. Donc, nous offrir toute possibilité d'extensibilité d'un IDE moderne. Et Lua, pour ceux qui vont trouver ça peut-être un choix bizarre, je vous signale juste que VS Code, il est sur du JavaScript. Donc, voilà. Donc, est-ce que vous voulez que je vous montre ce qu'on est capable de faire avec NeoVim? Je comptais nous mettre sur un vrai projet et donc suivre un vrai workflow de dev, essayer d'ajouter une fonctionnalité sur un petit code sympa. On va travailler sur un code, une petite anecdote, sur un code d'un solver Sudoku que j'ai écrit à un moment pour casser la joie à mes parents qui faisaient ça toute la journée. Ça m'énervait énormément. Donc du coup, voilà, je voulais leur fournir les solutions pour remplir leur puzzle automatiquement pour qu'ils passent à autre chose. Donc voilà la motivation derrière le talk. Je ne sais pas si c'est en mon honneur, mais au moins vous avez la vérité. Donc, si on spawn un NeoVim, hop, déjà on ne va pas le faire ici. Là, on est positionné sur un serveur OVH, mais pour vous montrer qu'on peut bosser dans vraiment n'importe quel environnement, je vais spawn un container Docker et lancer un NeoVim là-dedans. Donc, pour le moment, on ne voit rien. Déjà, on a du packer management et l'autocomplétion, comme vous voyez bien sur la ligne de commande. Donc, je vais synchroniser mes packages en espérant que tout va bien se passer parce que c'est toujours le genre de truc que tu ne veux pas faire dans une démo live. Mais bon, je suis joueur. Donc, tout a l'air de bien se passer. Et maintenant, je vais me positionner, faire du fuzzy find dans les projets que j'ai montés sur le container et aller me placer sur le code de mon NeoVim. Donc, vous voyez bien, fuzzy finder entre les fichiers du projet avec à droite la preview de chaque fichier. Je suis désolé, c'est un peu petit sur l'écran. Ce n'est pas la vraie taille sur laquelle vous auriez à bosser. Mais là, il faut que ça soit visible pour tout le monde. Donc, voilà. On va se placer sur le fichier qu'on a envie de manipuler. Là, ce sera le fichier de solver. C'est tout simple. On regarde s'il y a un nombre qui peut rentrer dans une case avec la méthode possible. Et on regarde avec la méthode solve si on peut résoudre récursivement le puzzle ou pas. Ce qu'on veut ajouter comme fonctionnalité là-dedans, cette méthode solve, et ça, je profite de vous un peu parce que je n'avais pas le temps de le faire à la maison. Donc du coup, bon, voilà, ça va être dans l'efficacité dont on parlait tout à l'heure. Cette fonction solve, elle pose un problème, c'est qu'elle essaye de trouver toutes les solutions pour un puzzle donné. Donc si on met un puzzle, comme vous voyez là, j'ai marqué avec 0 dans mon input grid pour tester ma fonction. En 0, c'est toutes les cases vides, et tout le reste, c'est des chiffres qu'il y aurait dans un puzzle Sudoku. Et ben, ce que j'essaye de faire, c'est de créer un générateur de ma fonction solve à ce qu'il me crache une solution à la fois, et non pas tout ensemble parce que ça prend beaucoup trop de temps sans raison. Donc, vous allez voir que juste à côté, j'ai aussi mon navigateur de fichiers, et je peux tout regarder comme dans un VS Code, mais bon, ça me prend trop de place, je le ferme. Si j'ai envie, j'ai aussi une minimap, et vous voyez bien, hop, la ligne jaune, elle bouge aussi quand je bouge d'une méthode à l'autre. Génial, hein? Un peu moins visuel que VS Code, je vous le confirme, mais qui dit moins visuel, pour moi, dit aussi moins de distraction. Et à côté, j'ai un autre petit fichier. Hop, je vais le trouver avec du fuzzy find dans ma configuration, qui est mon IHM. Donc sur cet IHM, si je le rends un tout petit peu plus petit, vous allez voir des petites lignes en jaune, et je vais mettre mes fenêtres à la même taille. Non, même pas. Hop. Voilà. Vous allez voir des petites lignes en jaune qui se sont affichées, où mon linter, il râle parce qu'il lui manque une virgule. Bon, enfin, après, discutons si vous voulez formatage de code ou pas, ça c'est un autre débat. Mais on voit qu'il nous manque. Donc, je vais lui passer un coup de lint automatique, formatage de fichier. Je vois encore une erreur là-dessus, donc je vais la corriger. OK. C'est bon, maintenant c'est assez générique. Et maintenant, je vais venir à mon fichier initial
Et vu que je veux changer cette méthode sur un générateur, bah, ce serait bien de la renommer de partout dans mon code, non? Il y a mon serveur qui tourne derrière, qui sait très bien que quand je lui demande de renommer, il va la renommer de partout dans le code, dans tout mon projet. Et donc, on va l'appeler solvegen, vu que c'est un générateur. Remarquez, il a fait la modification aussi sur le fichier de droite. Juste ici. Donc, maintenant que j'ai changé ma fonctionnalité, bah, je voudrais bien pouvoir la tester. Je vais spawner un terminal. Ce terminal, il est à l'intérieur de NeoVim. On peut le gérer vraiment comme un buffer NeoVim, copier-coller, sans restriction. Je vais le rendre quand même un peu plus petit parce que là, voilà, mon ergonomie d'écran n'est pas top, tellement c'est petit. Et du coup, je vais faire un repl et essayer de tester mon code. Hop. L'envoyer ici. Donc, vous allez voir en bas, j'ai envoyé du texte directement depuis ma fenêtre pour tester des petits bouts de code de façon interactive. Donc, je vais lui demander de me créer un générateur de mon input grid et voir si ça me crash, pardon, ça me crache la solution. Donc, ah oui, c'est pas un itérateur, effectivement. Donc normalement, on n'a pas encore fait la modif, donc normalement, ça devrait être là-dedans. Là, voilà. Et bien, maintenant qu'on a renommé la méthode, on va essayer d'en faire vraiment un générateur. Allez. Hop, on va éliminer cette variable. On va changer là pour lui donner yield au lieu de 1. Ouais, c'est ça. Je ne dis pas des bêtises. Voilà. Et maintenant, on veut tester notre code sur un vrai debugger et non pas en envoyant du texte sur une ligne de commande. On est d'accord que c'est quand même pas le plus efficace. Donc, je vais écrire pour vous prouver que j'ai des snippets aussi à disposition avec de l'autocomplétion. Encore une fois, parce que franchement, je tape assez vite, mais pas aussi vite que ça. Vous voyez l'autocomplétion avec le help à côté qui me donne toutes les infos sur ce qu'il y a à vérifier. Donc, je vais en faire un générateur de mon input grid. Et pour toutes les solutions dans mon générateur, les afficher sur l'écran. Vous voyez bien que mon linter, il râle là parce qu'il lui manque de lignes d'espace. Donc voilà, coup de formatage automatique. C'est bon, c'est fait. Donc, pour tester cette méthode, ce qu'on aurait fait, ce serait de mettre un point d'arrêt. Ici, hein, vous allez voir un petit B, je ne sais pas si c'est visible, tout à gauche. Voilà. Où je lui mets un point d'arrêt et je démarre une petite session de débugage en lançant le fichier. Mais on est d'accord que ce n'est pas super visuel. Donc, je vais lancer un débugger automatique sur le truc, dans lequel j'ai toutes les fonctionnalités que j'aurais attendues. Donc, ce que je vais suivre comme expression, c'est mon input grid et comment ça évolue. Donc, vous allez le voir affiché ici. Je vais le rendre un tout petit peu plus petit pour qu'on le voit entier. Hop. C'est bon, vous y voyez quelque chose? Très bien. Et demander à mon débugger de passer à la prochaine exécution. Donc vous allez voir. Ouais. Non, je crois que j'ai fait une bêtise. Donnez-moi 2 secondes d'arrêter. Hop, ma session. Hein? Ah oui, parce que, désolé. Effectivement, il m'a donné la seule solution qui existe pour ce puzzle. Donc, on va le rendre un peu plus générique pour en avoir plusieurs solutions et pouvoir le tester comme il faut. Donc, hop. Et là,
Ça fait partie des fonctionnalités de Vim assez incroyables, le Search and Replace. Donc, voilà. On va rendre la dernière ligne toute vide. On va redémarrer. Hop. Un débugage sur le même fichier. Respawn notre environnement graphique. Et on est là. Désolé, je sais que c'est un peu fastidieux de coder en live, hein, c'est pas super efficace, mais voilà. Hop. Et donc, là, vous allez voir le tableau en bas à gauche. Il y a même la coloration de quelle ligne a été modifiée sur la dernière exécution. Ça me crache toutes les solutions que j'ai pour mon puzzle. Et à droite, vu que je lui ai demandé de print SG et non pas la solution, à droite, j'ai ce que je lui ai demandé de print dans mon terminal. Donc tout ce qui est sorti de standard output, comme on l'aurait dans un debugger standard, on l'a ici aussi. Et ça, je répète, c'est sur un container, vraiment minimaliste, monté sur un serveur distant. Et on est directement dessus. Donc si vous n'êtes pas impressionné de ça, moi je le reste toujours. Donc on va arrêter cette session de débugage. Notre solution, elle a l'air de bien marcher. Par contre, j'ai un petit souci. Je veux faire 2 commits de mes modifications parce que ça et ça c'était du formatage. Donc je vais quand même, vous allez voir, dans mon gestionnaire de Git, j'ai toutes les modifications ici, mais je n'ai pas toutes les modifications que j'ai fait derrière sur le fichier. Donc je vais committer juste là, avec un super message de commit. Je vous conseille vivement de faire des messages de commit plus explicites que ça. Là, c'est juste une démo. Hein. Hop, committer. Et mettre tout le reste dans un commit à part. Hop, où j'intègre la fonctionnalité de... Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un générateur. Hop, committer, pusher, et c'est bon. Donc, il nous reste une seule chose à faire après la session de débugage. Il faut quand même qu'on complète notre ticket Jira pour que nos chefs ils sachent que le boulot il a été fait. Hein, c'est jamais, enfin, si les chefs ils n'ont pas de la visibilité. Donc, on va venir sur notre navigateur, sur le petit ticket que j'ai préparé quand même avec amour pour vous. Ça, c'est mon vrai dashboard d'entreprise d'ailleurs. Enfin, voilà, on est en train de coder directement dessus. Et écrire mon petit commentaire. Par contre, on est d'accord que si on est adepte des technos que je viens de vous montrer, on veut les utiliser de partout. Donc, je vais spawn un NeoVim sur le navigateur. Je vais mettre un peu plus de nombre de lignes pour que ça soit visible. Et hop, on a le texte qui apparaît. On ajoute le commit. Et je vous remercie de votre attention. La présentation, elle est finie.